Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job, aujourd'hui, l'entreprise du futur. Et ça, c'est une question importante. Avec Indeed, on va en parler. Ils ont organisé un événement justement autour de cette entreprise du futur. On en parle avec Eric Gras, il est Head of Talent Intelligence et Brand Ambassadeur chez Indeed. Il est notre invité. Le livre de Smart Job, tiens, le manager. Qu'est-ce que c'est qu'un manager? On va en parler avec les 25 nouvelles tendances, livre écrit par Bertrand Jouvenot. Il est président des brigades du marketing. Il nous fait l'historique du manager depuis Taylor, depuis le Taylorisme. Et puis le cercle des experts, comme chaque vendredi, assurance chômage, la concertation, les partenaires sociaux vont commencer à travailler sur ce texte. Et puis les retraites, ça coince. On y reviendra avec nos invités Stéphane Marchand, Jean-Christophe Sibéras et Alexandre Lamy, nos trois invités, nos trois experts. Et puis on terminera avec Fenêtre sur l'emploi, recruter mieux, mais recruter sur les réseaux sociaux. Tiens, c'est Julien Morisson qui nous en parlera, le CEO, le fondateur des Années Folles, les influenceurs. Il sera notre invité à la fin de l'émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, et on va faire un focus aujourd'hui, on va essayer de se projeter sur l'entreprise du futur. Bonjour Eric Gras, merci d'avoir répondu à notre invitation. On est très heureux d'avoir Indeed sur le plateau parce que le Covid vous bloquait, vous n'étiez plus autorisé à vous exprimer pour des raisons de règles sanitaires. Là, on est en présentiel et on est très content. Head of Talent Intelligence et Brand Ambassador Indeed. Et on va commencer par un événement que vous avez organisé il y a 2 jours, c'était le 20 septembre. Quel était l'esprit de cet événement? Qu'est-ce que vous vouliez faire? La baseline de la conférence était Better Works. On entend beaucoup parler de Future of Work, etc. Et en fait, l'objectif qu'attendent les candidats et les salariés aujourd'hui, c'est plutôt un meilleur travail. Le futur, on a du mal à se projeter déjà dans ce qui se passera demain. C'est ce qu'on veut faire, ouais. Voilà, chaque jour, c'est une nouvelle surprise sur le plan politique, géopolitique, climatique, tout ce qu'on veut. Donc le candidat, il a juste envie d'être bien pour être efficace. Et côté employeur, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas forcément quantité de candidats, on cherche à trouver les bons qui s'épanouissent et qui font bien leur job et qui vont être mécaniquement plus productifs. C'était une réflexion très globale, très transversale que vous avez organisée. Vous en avez sorti quoi? Vous en avez tiré quoi de tout cela? Parce que c'est beaucoup d'interventions, d'expertise. Qu'est-ce qui ressort? Quels sont les grands axes de ce meilleur travail? Alors, les grands axes, c'est l'entreprise doit être connectée. Alors, connectée dans tous les sens du terme. Elle doit être connectée avec les nouvelles technologies, parce qu'on est quand même dans une révolution digitale. Donc, on est dedans, là. Ouais, on est dedans, et la France a quand même un peu de retard. Il ne faut pas oublier que la France, j'étais hier en conférence avec la CPME et notamment le ministre délégué au numérique, on a du retard là-dessus. Et donc, il est important sur une France des territoires, une France des PME, même les grandes entreprises ne sont pas forcément en avance d'ailleurs, d'être connectées parce que ça correspond aux usages. Les consommateurs qu'on est, on consomme avec les smartphones, on consomme avec le digital. Les candidats et les collaborateurs font exactement la même chose. Et connecté, c'est aussi être connecté à la société, c'est-à-dire aux attentes de ce que veulent les salariés aujourd'hui, de ce que veulent les candidats. Ils veulent du télétravail, Eric. C'est intéressant parce que dans le Better Work, il y a un vrai débat qui est posé aux chefs d'entreprise et aux grandes entreprises. Certains disent que le télétravail, ça suffit, on rapatrie nos salariés. En fait, la réalité, à travers un certain nombre de sondages que vous avez fait avec OpinionWay, c'est que la demande a triplé en termes de télétravail. Les salariés, quand ils veulent être bien au travail, ils imposent le télétravail. Ouais. Alors, il y a 2 chiffres que je vais vous donner rapidement. 80% des emplois en France sont télétravaillables. 80%. Alors qu'on nous dit qu'il n'y a que 50% aujourd'hui, donc il y en a beaucoup plus potentiellement. Oui, après c'est la dose de télétravail. C'est ça. Tous les métiers ne sont pas télétravaillables. On pense tout de suite télétravail, c'est le gars qui est jamais là, c'est ça. Qui reste chez lui, etc. Je prends l'exemple d'un chef de chantier sur le BTP, quand le soir il doit faire ses papiers ou autre, il peut le faire chez lui, il n'est pas obligé de rester dans la cabane sur le chantier. Il y a une partie qui est télétravaillable, et pas forcément tous les jours. Et on est passé de avant Covid à 2,5% des offres sur Indeed qui proposaient du télétravail à 8%. Là, ça a progressé, okay. Donc on peut dire que c'est beaucoup, mais c'est toujours 3 fois moins, en effet, que ce que veulent les candidats. Donc il y a encore une petite déphase entre l'offre et la demande. Déjà, il y a une déphase là-dessus, et la déphase majeure qu'on constate en France, c'est qu'on impose un rythme de télétravail. L'espèce de mou milieu qui correspond à personne.
On part du principe que 2 jours, ça va convenir à tout le monde. Et idéalement plutôt le mardi et le jeudi, parce que lundi, vendredi, il va être en week-end et mercredi, il s'occupe des enfants. Donc on a toujours ce ratio du manque de confiance, alors qu'on a tous les chiffres et tous les indicateurs qui prouvent que quand on le fait vraiment, ça augmente la productivité et la confiance des salariés. Alors je profite que vous soyez là parce que Indeed, c'est un job board incroyable, parce que vous avez une vue panoramique, presque sociologique. Moteur de recherche, c'est pas un job board. Moteur de recherche, je me fais tirer les oreilles. Moteur de recherche incroyable. Est-ce que vous assistez, vous constatez à travers vos statistiques une grande démission? Ce que les États-Unis ont appelé la grande démission, est-ce qu'on est frappé ou pas? Est-ce que vous avez des chiffres sur cette... Alors non, c'est pas la grande démission, c'est pas du tout le même phénomène que aux États-Unis. Non, c'est la grande mutation. Par contre, on a 40% des salariés en France qui ont envie de démissionner. 35% n'ont jamais eu autant envie de démissionner qu'aujourd'hui. Mais c'est démissionner pour changer de job, pour avoir un meilleur job. Donc en fait, les gens ont mis sous cloche pendant le Covid leurs attentes, leurs aspirations. Déjà, quand on n'était pas bien dans sa boîte avant. Ça a amplifié, j'imagine, voilà. peut-être. Pendant 2 ans, on a fait le dos rond. Et puis d'un seul coup, on se retrouve sur un marché qui est hyper dynamique. Il y a 54% d'offres d'emploi, là, aujourd'hui, par rapport à février 2020. Mais Éric Gras, est-ce que ce sentiment-là, vous l'avez? On a des experts, des chefs d'entreprise qui nous disent aujourd'hui c'est le salarié qui a pris le pouvoir. Oui, on est passé d'un marché de sélection à un marché de séduction. Donc avant, on sélectionnait les candidats parce qu'on en avait trop, on pouvait faire le difficile. Aujourd'hui, sur tous les jobs, tous les secteurs d'activité, il y a plus de jobs que de candidats. À Paris, en région, partout. C'est partout pareil. Et en plus, les aspirations ont changé. C'est-à-dire, je veux pas forcément un job mieux payé, je veux une bonne rémunération, je veux être dans une boîte où je suis bien traité, où je peux évoluer, et de plus en plus, une entreprise à impact. C'est-à-dire, je vais me soucier de ce que l'entreprise fait aussi pour la société. Parce que Indeed, il a un rôle fort. On en avait parlé dans le cercle des experts d'ailleurs. C'était un des thèmes qui avait été traité par les experts. L'obligation que vous imposez, l'idée quand on met une annonce, vous mettre le salaire. Ouais. Alors, ça avait été beaucoup débattu sur le plateau parce que certains disent mais ça va être contourné, on mettra des fourchettes. Enfin, on sent qu'Indeed a en fait envie de faire bouger les lignes. Vous avez un rôle important auprès des chefs d'entreprise qui sont un peu sur le reculoir et qui vous disent « Attendez, ça suffit ». Qu'est-ce que vous leur dites? Vous les accompagnez aussi à un peu mieux comprendre la réalité à travers notamment l'événement du vin, Better Work? Nous, on les accompagne et on dit si vous avez des difficultés à recruter, regardez quelles sont les premières attentes des candidats. Et donc, la data, elle aide à ça. C'est-à-dire qu'on fait un A/B testing, on prend la même offre, et quand on ne met pas le salaire, il y a 80% des candidats qui ne vont même pas lire l'offre d'emploi. Donc c'est important, ce n'est pas l'élément qui va faire que je vais changer de job, mais pour me projeter, le bas de la pyramide de Maslow, c'est un besoin primaire, j'ai besoin de savoir si ça correspond à mes attentes, à mes aspirations. Côté Indeed, là aussi, le regard que vous portez sur le Better Works, un meilleur travail, c'est un travail salarié où aujourd'hui vous sentez aussi cette espèce de vent de la liberté, de l'indépendance, de l'autonomie qui contrecarre un peu l'idée qu'on va rentrer dans une entreprise en CDI et qu'on va y rester 30 ans. C'est un peu fini, non? Alors non, et d'ailleurs toutes les études qu'on fait montrent que notamment les plus jeunes veulent plutôt un CDI et se projettent plutôt sur une période de 3 à 5 ans. Donc la sécurité. Plutôt de la sécurité pour se projeter et justement avoir cette fameuse expérience qu'on demande à tous les jeunes et qu'ils n'ont pas. Oui. Se former dans l'entreprise. Par contre... Et après créer leur boîte. Pas forcément. Par contre, il y a... le CDI est une forme de sécurité, mais changer le plus possible de job au sein d'une entreprise ou changer d'entreprise, voire changer de secteur d'activité. Il ne faut pas oublier que la plupart des compétences, elles sont transverses. Et en France, on a du mal à recruter des compétences transverses. C'est-à-dire, vous avez la compétence, mais vous venez d'un autre secteur d'activité. Souvent, on dit, non, il n'a pas l'expertise dans le monde de la pharma, par exemple, alors qu'on recrute un commercial. Si c'est un bon commercial, il est capable de vendre de la pharma et capable de vendre autre chose. Ça, c'est une petite révolution à faire encore. C'est-à-dire créer de la transversalité dans les compétences. Il n'est pas compétent en pharma, mais par contre, il va très vite apprendre la pharma parce que c'est un très bon vendeur. Absolument. Il va se débrouiller. Et ça, on n'est pas très anglo-saxon de ce point de vue-là. Non. Merci Éric Gras d'être venu nous rendre visite. Merci Better Work, j'imagine qu'il y a des digests, on peut retrouver des vidéos, évidemment, tout ce qui a été dit pendant cet événement du 20 septembre, c'était hier. Et puis vous allez en tirer, j'imagine, beaucoup d'informations pour vous nourrir et puis nous nourrir aussi, évidemment. Head of Talent Intelligence et Brand Ambassador chez Indeed, qui n'est pas un job board, faut-il le préciser. Voilà, que les choses soient bien claires. Merci Éric, et vous revenez quand vous voulez, évidemment, nous éclairer à travers vos chiffres et vos datas. Tout de suite, le livre de Smart Job. Alors, c'est un sujet d'ailleurs qui impacte peut-être Indeed. C'est un livre passionnant sur l'histoire du manager, son évolution. Et il est confronté à multiples tensions et difficultés, ce manager. Et on en parle à travers le livre qui a été écrit par Bertrand Jouvenot. Il est notre invité.
Le livre de Smart Job. On parle d'un livre et d'un sujet passionnant, Manager aujourd'hui. Alors ça vous concerne directement. Les 25 nouvelles tendances, écrites par Bertrand Jouvenot, qui est notre invité. Bonjour Bertrand. Bonjour Arnaud. Édition Deboc. Oui. C'est un livre d'une très grande érudition, très bien mis en page et qui, je précise, n'est pas un pensum technique avec des conseils pratiques pour manager, c'est pas ça. C'est un livre d'histoire, préface du patron de Blablacar, préface passionnante. Et dès le début du livre, vous nous faites démarrer par Taylor. Vous dites 1911, globalement, il théorise, il industrialise l'organisation du travail. Ça démarre de là, le manager ? Oui. Finalement, le manager comme job, comme fonction dans l'entreprise, c'est arrivé effectivement avec le début de l'ère industrielle, avec Taylor qui, le premier, va proposer une approche scientifique, le mot est important, il va amener tout ce qu'on a de rationnel dans l'entreprise et il va l'appliquer aux choses, aux machines, aux matières premières et aux hommes. Et là où c'est important d'en parler, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas encore complètement libéré du taylorisme. On est encore extraordinairement marqué intellectuellement, psychologiquement, culturellement par des habitudes qu'on a prises dans l'entreprise depuis plus d'un siècle. Les silos, l'organisation pyramidale, le modèle très descendant, tout ça est hérité du taylorisme et on a peine à s'en défaire. Il ne faut pas complètement s'en défaire, mais il faut évidemment beaucoup s'en défaire. Pour donner envie à ceux qui s'intéressent, parce que c'est un livre d'histoire qui est très documenté, vous êtes appuyé sur des auteurs, il suffit d'aller à la fin de votre livre pour voir le nombre d'ouvrages sur lesquels vous êtes appuyé pour le bâtir. Et puis c'est agrémenté de chiffres. Vous évoquez, page 33, les soft skills. Le chiffre 1, c'est la durée de vie d'une compétence classique en 2025 selon l'OCDE, tandis que nous passerons 10% de notre temps hebdomadaire à apprendre afin de renouveler ou développer nos compétences. Ce qui impacte notre manager, pour faire un grand pas vers aujourd'hui. On a des managers, selon des chiffres Indeed, qui disent que 66% sont trop stressés et 49% ne peuvent plus manager, ne sont plus en mesure de manager. Mais c'est hallucinant le chemin parcouru entre le manager de Taylor qui gérait des chaînes de production pour produire, pour nourrir l'actionnariat et créer de la valeur, et le manager d'aujourd'hui. Oui. Il est perdu, le manager, là. Complètement. Aujourd'hui, il est à l'intérieur d'une entreprise qui elle-même est un écosystème, qui elle-même est un peu perdu et bousculé. Pensez aux entreprises du CAC 40, pensez aux grandes entreprises américaines qui étaient des mastodontes indétrônables il y a encore 20 ans, Kodak, même General Electric. Terminé. On est dans un monde où, finalement, ça va très 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 vite. Jack Ma, le patron d'Alibaba, qui est une boîte très intéressante à benchmarker, qui est un peu l'équivalent du Amazon, même si c'est assez différent, mais l'équivalent du Amazon chinois, lui, il a dit, un jour, on rentre dans l'ère des 30-30-30. C'est quoi les 30-30-30 ? C'est-à-dire que dans les 30 prochaines années, des entreprises créées par des gens qui ont moins de 30 ans, qui comptent moins de 30 personnes, vont faire la différence. Il a raison, les Twitter, les Snapchat, c'est des entreprises qui correspondent un peu à ce profil, qui ont complètement bousculé des industries entières. Nous, on est au rencard, quoi, déjà. Tout être humain et toute entreprise, finalement, aujourd'hui, est obligée d'accepter le changement, non plus comme occasionnel, mais comme quelque chose de permanent. Il faut être dans la recomposition, dans la réinvention permanente, dans l'autodisruption permanente, ce qui est évidemment épuisant pour un être humain, parce qu'un manager est un être humain. Il a besoin de repères, il a besoin de structure, et là, tout d'un coup, il est sans arrêt déstabilisé. Dans un chapitre, on voit l'évolution, on voit quand même que les managers ont été quand même très très liés à la création de valeur et à l'actionnariat. Je dirais que c'est l'étape du 20e. Et on est entré dans le 21e, dans cette ère de la disruption, puis d'une ère où il doit prendre en compte l'entreprise et le manager, le climat, l'environnement, le social. L'entreprise n'est plus un outil de création de valeur, mais c'est un outil de démocratie qui participe à la vie démocratique et à la transformation du monde. On ne lui en demande pas trop au manager, là, et à l'entreprise ? Il y a un chiffre qui est intéressant à rappeler. Si on prend le PIB des pays du monde entier, il y en a plein qui ont des tout petits PIB, c'est très contrasté. Et si on prend la liste des 100 organisations les plus riches du monde, il y a 60 entreprises dedans. Il y a énormément d'entreprises aujourd'hui qui sont plus riches que certains pays. Donc oui, ce sont des acteurs qui sont extrêmement importants, qui génèrent des externalités. Les entreprises polluent, pas toutes. Et effectivement, le manager qui, hier, devait finalement générer de la valeur pour l'actionnaire, c'est toute l'époque Milton Friedman, prix Nobel d'économie, qui a marqué effectivement la fin du XXe siècle. Tout d'un coup, et c'est le chapitre 2, sa mission change. Elle ne peut plus uniquement aller vers ça. Elle a d'autres responsabilités. Sa mission doit évoluer, sa finalité doit évoluer. Quel impact elle gère, à quoi elle doit servir pour lutter contre la pauvreté dans le monde, etc. Et c'est pas
a priori ses missions initiales. Elle n'a pas été créée pour ça. Netflix, un mot, parce que vous parlez des tendances du management asiatique, mais Netflix aussi, qui est une boîte incroyable parce qu'ils vendaient des vidéos. Puis un jour, le patron a réuni tout le monde. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé là, à ce moment-là? Il a réalisé qu'il avait disrupté le marché de la location de vidéos. Mais il a réalisé qu'il devait lui aussi se disrupter parce que le numérique arrivait. Il a dit, je vais arrêter de louer des supports physiques, moi je vais passer au tout numérique. Maintenant, j'ai plus les équipes qu'il faut, les anciens ils vont pas. Donc, convention d'entreprise, tout le monde était là. Il a demandé aux anciens de se lever. Vous étiez là au début, eh ben on va tous vous applaudir. Bravo, tout le monde a applaudi. Puis après, il a ajouté, maintenant on va vous applaudir parce qu'on va vous dire aussi merci. Vous êtes remerciés, vous ne faites plus partie de l'entreprise. Sortez. Voilà. Et il y a beaucoup de cas de transformation digitale dans ce livre qui sont mentionnés, qui sont très brutales. Et aujourd'hui, malheureusement, on rentre dans une ère où les entreprises sont tellement bousculées que peut-être qu'il est difficile d'être soft. Peut-être, malheureusement. Donc vous pensez qu'on rentre, pour conclure, à travers ce livre, je le redis, passionnant, dans une sorte d'ère de la brutalité, parce qu'on vit l'ère de la rupture permanente? Je pense qu'on rentre dans une ère de la brutalité pour deux raisons. Un, parce qu'il y a la rupture permanente, comme vous le dites. Deuxièmement, parce qu'il y a la globalisation et que les entreprises sont de plus en plus en concurrence les unes avec les autres. Quand on est concurrent au niveau régional, c'est un peu comme au foot, on joue en deuxième division. Quand on passe au niveau national, ça devient plus dur. Quand on passe au niveau international et qu'il y a les Américains, il y a les Chinois, les Coréens, qui sont très bons, on voit bien les Samsung dans la téléphonie, etc. Le niveau augmente et oui, après on peut se claquer un tendon, on peut se faire mal, tout le monde n'est pas un sportif de haut niveau. Et du coup ça rentre, ça conforte une espèce de capitalisme très darwiniste qui n'est peut-être pas souhaitable. Avec des concentrations permanentes. Avec des concentrations, des empires qui se créent très vite, qui disparaissent très vite. C'est ça, merci, c'est passionnant de vous entendre Bertrand Jouvenot. Je précise que vous êtes président des brigades du marketing après un très très long passage dans le marketing, dans plein d'entreprises très très connues, dont Célio d'ailleurs. Oui. Je voulais citer Célio, mais il y en a plein d'autres. Oui. Votre livre, Manager, c'est gérer le futur dans le présent. Ça, c'est la punchline 4e de couve. Manager aujourd'hui les 25 nouvelles tendances. On voit votre livre chez Deboc et il vient de sortir à découvrir et à acheter dans les meilleures librairies. C'est comme ça qu'on... Exactement. Merci de nous avoir rendu visite et à très très bientôt. On fait une courte pause. Les experts de Smart Job vont arriver. Il y a deux sujets qui évidemment agitent l'actualité et qui sont en lien direct avec notre émission. L'assurance chômage, la réforme, les partenaires sociaux vont être concertés. Ils ont reçu un document de travail. C'est de la concertation. Et puis évidemment la réforme des retraites, ça coince à cause de ce fameux amendement au projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et c'est vrai que François Bayrou a créé un peu la discorde en disant que ce n'était pas une bonne idée. Où va-t-on ? On va en parler avec nos experts parce que ça impacte évidemment ces questions d'emploi et de maintien à l'emploi. C'est juste après et c'est les experts de Smart Job. Le cercle RH, le cercle des experts, deux sujets évidemment qui agitent l'actualité. L'assurance chômage, la concertation, les partenaires sociaux ont reçu ce document de travail pour commencer à se concerter. Et puis la réforme des retraites avec ce débat, au-delà de l'aspect technique de l'amendement ou pas d'amendement au projet de loi de finances de la Sécu pour allonger ou pas la durée de cotisation. Tout ça reste encore assez flou, mais suscite de l'inquiétude évidemment. Je vous présente mes experts et mes invités. Stéphane Marchand, bonjour, ravi de vous retrouver. Bonjour Arnaud. Rédacteur en chef de Pour l'Écho, avec en une Jean Tirole, le prix Nobel d'économie, sur les fake news, c'est ça Les fake news économiques et la nécessité d'éduquer les gens à l'économie sur les bases. Il faut qu'ils ne soient pas les victimes des charlatans. Eh bien, écoutez, les experts y contribuent, en tout cas dans l'émission Smart Job. Jean-Christophe Sibéras, ravi de vous accueillir, président de Newbridge. Newbridges, j'ai oublié toujours le S, mais je ne l'ai pas sur ma fiche, le S. Newbridges, et puis avec ce travail que vous faites notamment chez France Stratégie, parce que vous étiez venu nous parler de chiffres importants autour des questions d'emploi. Et puis avec nous, Alexandre Lamy. Bonjour Alexandre, ravi de vous accueillir dans le cercle des experts, avocat en droit social, membre de l'Institut Sapiens. Avant de démarrer les deux sujets sur lesquels vous vous êtes penché, parce que l'actualité ne parle que de cela, le Conseil national non pas de la résistance, mais de la refondation, est-ce qu'il n'y a pas comme ça un peu un décalage entre un président qui veut réformer rapidement les retraites, l'assurance chômage, et un Conseil national de la refondation qui, par des ateliers, notamment ateliers plein emploi, dit on va prendre le temps, on va se concerter, on va se parler. Enfin, vous comprenez quelque chose, Stéphane ? Écoutez, oui, il y a plusieurs problèmes avec ce CNR. Bon, d'abord, effectivement, ces trois lettres qui résonnent
comme un des moments les plus importants de l'histoire de France récente et qui sont complètement ridiculisés aujourd'hui. Donc, du coup, l'auteur de ce CNR, Emmanuel Macron, est victime du ridicule lui-même. Deuxièmement, vous avez raison, le CNR fait exactement la même chose que plein d'autres opérations, plein d'autres cercles, plein d'autres cercles réformateurs. Et par conséquent, je pense qu'il aurait mieux fallu, au lieu d'annoncer le CNR, dire qu'il allait faire une réforme très nouvelle d'abord et très pointue, et annoncer que sur ce sujet-là, extraordinairement important, par exemple l'éducation, probablement plus important que les retraites d'ailleurs, eh bien on allait faire un Conseil national de la refondation, sous-entendu qui échappe aux contraintes des mandats politiques. Mais en l'anglant un peu plus, pour utiliser un mot journalistique. Bien sûr, et puis qui ne remplace pas d'autres, parce que sinon ça déclenche ce que ça a déclenché. Votre point de vue, parce qu'on va basculer assez vite sur l'assurance chômage, mais il y a quand même un petit côté comme ça, un peu comité Théodule, dont personne ne parle beaucoup, les médias ne s'en sont pas emparés, on ne connaît pas les membres des ateliers, enfin il faut aller sur Internet. Tout ça ne ressemble pas à grand-chose quand même. Ouais, en fait, je pense que... Non, mais l'idée quand même qu'il faut se causer, il faut trouver des lieux. D'accord. C'est vrai que vu de l'étranger, quand il y en a qui sont convoqués par le président, il y a des gens de l'étranger, ils lui disent c'est quand même incroyable, dans n'importe quel pays du monde, les gens iraient quand même pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Là, on est quand même un pays compliqué. Il y a de la chaise vide. Hein. On peut critiquer le président là-dessus, mais on peut aussi critiquer ceux qui ne daignent même pas venir, alors qu'on leur propose quand même de travailler. Ouais. Bon. Enfin, pour les arguments que j'évoquais, peut-être. Après, il y a des sujets de court terme, des sujets de long terme. Un truc comme le CNR, il faudrait le dire d'emblée, c'est fait pour tracer des perspectives stratégiques de moyen terme et de long terme. Versus commission Attali. Mais voilà un truc où on travaille dans la durée pour des réformes qui, très structurantes. Effectivement, l'éducation, il y a des tas de choses à faire. Bon. Par contre, sur des sujets de court terme où il y a des urgences, on voit bien que le CNR, c'est pas le bon outil. Donc on aurait peut-être dû dire, attendez, vous travaillez sur des feuilles de route de moyen terme, long terme. Nous, s'il y a des urgences, et il peut y en avoir, on les gère. Des déficits, des trucs compliqués financiers. Là, ça chevauche. Et voilà. Et là, du coup, on est parti sur un truc où il a l'impression de faire un truc qui ferait du court terme, du long terme. Résultat, quand le gouvernement veut décider des choses, le CNR dit à quoi je sers. Et donc, voilà. Et réciproquement. Bon, c'est dommage. Un mot, Alexandre Lamy, sur cette question, parce qu'il y a des redondances. Rapidement, sans rentrer dans le débat, qui, en bon sens, c'est un débat stérile sur le point de savoir si c'est ridicule, pas ridicule comme non. Moi, je pense que vous parliez de méthode tout à l'heure. Objectivement, il y a un besoin de cohérence de méthode. On ne peut pas, d'un côté, dire qu'on a besoin d'un dialogue, et le dialogue est extrêmement important, surtout dans le contexte politique que nous connaissons, et de recherche de majorité, de recherche de consensus. Et par ailleurs, et donc créer le CNR à cet effet pour avoir des pistes de réflexion et préparer les réformes à venir, et pour autant évoquer l'idée possible de passer, on y reviendra j'imagine, en tout cas par le biais d'amendements qui ne seraient pas préalablement discutés, en tout cas qui ne feraient pas l'objet de la recherche du consensus qu'aujourd'hui nous appelons de nos voeux. C'est ce que disent Bayrou et les syndicats d'ailleurs. Il y a un problème de cohérence de méthode à avoir, de façon certaine. Le temps long, le temps court, mais il faut qu'il y ait une méthodologie, une cohérence. L'assurance chômage, les partenaires sociaux, alors c'est acte 2, puisque la réforme acte 1 va glisser jusqu'en 2023. Et puis, ça sera d'ailleurs le premier texte qui arrivera en séance à l'Assemblée nationale, réforme de l'assurance chômage au 10 octobre. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vous êtes déjà exprimé sur ce sujet, mais là, les choses deviennent concrètes. Là, les choses sont très actées. Il y a quand même l'idée de réduire la durée de cotisation, pas les montants, mais la durée, ça on le sait, un bonus-malus. Puis il y a plein de questions qui ne sont pas claires sur la régionalisation, sur comment on fait. Enfin, il y a des flous quand même là. Oui, c'est vrai que ce qui est intéressant dans tout le débat qui a lieu sur l'assurance chômage, c'est le côté un peu docteur Folamour de ceux qui pensent que, d'une certaine manière, grâce aux nouvelles technologies, on peut personnaliser complètement l'assurance chômage en fonction de récession par récession, en fonction de l'âge de la personne, en fonction du temps depuis la durée de son chômage, et à chaque fois faire un traitement spécifique pour chacun. Apparemment, c'est techniquement concevable, c'est politiquement très très difficilement imaginable. Le rapporteur, le député Ferracci, dit que c'est possible, qu'effectivement on va pouvoir travailler sur le rassemblement avec France Travail qui se réforme de tous ces acteurs pour régionaliser. Ça demanderait un niveau de décentralisation de la décision et d'une territorialisation de la décision qui, mérite d'être étudiée en tout cas. C'est de l'innovation. Messieurs, est-ce qu'au fond, ce qui ne veut pas dire son mot, c'est une réforme qui dit, qu'on entend,
les indemnisations sont trop longues, trop importantes, trop onéreuses et ne remettent pas suffisamment les salariés dans le désir d'aller travailler. Parce que la philosophie finale de fond, c'est celle-là. Au-delà des enjeux très techniques, de durée, de calcul. C'est ça que dit le président Macron. Remettons les Français au travail. Et voilà, c'est dit à peu près comme ça. La logique, c'est effectivement celle-là, au vu de pénurie de main-d'œuvre et de difficultés de recrutement. C'est le message qui est dit, c'est de dire comment se fait-il que les patrons pleins de DRH disent j'ai un mal de chien à trouver des gens, et deuxièmement, on se retrouve bon an mal an, donc avec environ 380 000 emplois non pourvus, vient de dire la DARES, exactement, la direction statistique du ministère, et que et de l'autre côté, on a quand même 7% plus, 7,4% de taux de chômage, qui est quand même plutôt au-dessus de la plupart des pays comparables, qui sont plutôt à 4 ou 5, voire 2 pour certains. Donc comment se fait-il que... Et le système chômage français, il faut quand même toujours le rappeler, il est excellent du point de vue du niveau des prestations, de la durée des prestations, par rapport à la plupart des pays. Il est généreux. Oui, il est généreux, oui, c'est vrai. Mais on paye. C'est-à-dire, c'est une assurance, de toute façon. C'est redistribué, c'est de la cotise. Et donc, ça pèse sur les coûts du travail dans les entreprises, parce que autant la cotisation salariée, elle a été décalée vers la CSG, autant que la cotisation patronale pèse sur les entreprises 4,05% de la charge de la masse salariale. Pour une entreprise, c'est beaucoup. Et peut-être qu'il y a des entreprises qui seraient plus compétitives ou qui pourraient peut-être être plus à l'aise sur des redistributions de salaire du moment. Et donc le raisonnement et embaucher derrière, oui. Après, ce qui est effectivement, vous l'avez bien dit, c'est il y a un côté. Alors non, il faut quand même toujours écouter ce que les promoteurs des réformes disent, parce qu'ils ne sont quand même pas complètement idiots. Ils ont réfléchi un peu, Ils ont travaillé et ils ont dit, mais aux États-Unis ou au Canada, le modèle canadien, où les systèmes, effectivement, on a fait des études statistiques qui montrent, petit 1, que quand on se rapproche de la durée d'échéance, qui est plus courte dans ces pays-là, beaucoup plus courte qu'en France, accélère. En fait, on s'aperçoit qu'il y a une accélération de la reprise d'emploi. Bien sûr, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc ça, c'est vrai. Mais, pardonnez-moi, je dirais par là, ça fait 5 ans qu'on nous dit le marché du travail, c'est un problème d'adéquation de l'offre et de la demande. Et le problème, c'est les compétences. Et de compétences. C'est le mot de la décennie. Et il y a eu des choses qui ont été faites. Mais ça ne marche pas. Et non, je ne dirais pas ça. Moi, ce que je dirais, très honnêtement, quand vous avez un marché du travail, il y a 30 millions de gens qui bossent, qui est 400 000 emplois non pourvus. Oui, vous trouvez que c'est pas... C'est pas non plus. Il y a toujours eu des problèmes d'adéquation, de pénurie de main-d'œuvre. Pour une part, le système doit s'adapter, mais 400 000 sur 30 millions de personnes au travail, non. Alexandre Lamy, sur cette question de l'assurance chômage, on basculera sur les retraites, parce que les deux sont liés. Les deux sont intimement liés. Plusieurs points ont été évoqués. D'abord, sur l'assurance chômage, c'est une mesure qu'on a déjà faite, la réforme de 2021, d'ajustement conjoncturel des règles de l'assurance chômage, c'est une mesure qui a déjà été faite, et sur la base de critères qui étaient assez clairs. D'abord, un critère de baisse du nombre de chômeurs de l'ordre de 130 000 euros sur 6 mois de mémoire, et de déclaration de préalable à l'embauche supérieure à un mois, à hauteur de 2,7 millions. C'est des critères qui avaient déjà été mis en œuvre, donc c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Là, ça, c'est le premier point. Voilà. Alors, l'idée, c'est de prolonger et de définir le bon paramètre. Ça, c'est une autre question, et vous évoquiez la question de la territorialisation, et ça rejoint la remarque que fait Jean-Christophe sur la question des compétences, qui est une approche nécessairement, à mon sens, territoriale. Et donc, l'enjeu va être de savoir quel est le critère d'ajustement paramétrique, d'ajustement conjoncturel, qui va pouvoir être défini pour avoir le bon niveau de maillage et le bon niveau d'ajustement, parce que la France qui va bien sur le terrain du chômage, c'est une France qui a de multiples visages. On ne peut pas comparer des territoires entre eux. On ne va pas comparer Paris, qui a 3,8 millions de chômeurs, qui graine 3,8 millions d'emplois, pardon, et la zone d'emploi du Pays de la Loire, qui en draine 62 000. Donc, pour moi, l'enjeu est là. Les retraites, elles sont intimement liées. Il y a quand même l'idée, encore une fois, je leur dis, j'essaie d'avoir une vue un peu macro. Chez Emmanuel Macron, l'idée, indépendamment du CNR, d'accélérer, de dire je veux enclencher un train de réforme pour remettre le pays en mouvement à l'emploi. Les retraites contribuent à cela. Sauf que, et je me tourne vers vous, on nous dit, attendez, ça ne sera pas uniquement pour régler le débat des caisses et des déficits, c'est surtout pour payer tout ce qu'on dépense à côté. Ça a l'air quasiment assumé, ça.
Alors, Ça, c'est très nouveau. Hein. je ne sais pas si Dans c'est- toute l'histoire des réformes, on nous dit, attendez, c'est pas pour les caisses. C'est parce qu'on a trop de dépenses et il va falloir qu'on finance notre politique sociale. avec derrière ce que vous venez de dire, qui est exact, un petit chantage du genre, soit on fait la réforme, et grâce à la réforme et les économies qu'on fait, on arrive à financer la dépendance, Eh oui. soit on augmente les impôts. C'est Alors, ça. En principe, Bah oui, c'est ça. engagé à ne pas augmenter les impôts, et il paraît que augmenter les impôts, c'est plus impopulaire encore que de réformer les retraites. Est-ce vrai, est-ce faux? Je ne sais pas. Vous en pensez quoi, Jean-Claude Sibéras? Parce que c'est une réforme intéressante. On nous dit, bon, on va, alors là aussi, amendement pour être précis, qui pourrait être, il est écrit d'ailleurs, présenté au projet de loi de finances de la Sécu. François Bayrou intervient puisqu'il dirige le CNR et il dit mais attendez, c'est pas sérieux, les syndicats s'en mêlent. On a le sentiment que le gouvernement est en train de reculer, mais dans l'idée c'est allonger la durée de cotisation et l'âge. et l'âge de la retraite, 64, 63 et demi, enfin on ne sait pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout ça pour financer nos dépenses. Alors, Enfin, c'est un peu quand même. plusieurs choses. Il y a eu un rapport, la comité d'orientation des retraites, qui a quand même dit que même si les régimes sont à l'équilibre maintenant, deux excédents là. mais quand même. Excédentaires. Hein. Et on sait que quand il s'agit de remplir des caisses, il vaut mieux s'y prendre pas trop tard, sinon il y a quelqu'un qui paye le déficit. Hein. Bon. Et quand c'est l'impôt, ça veut dire que c'est tout le monde, bon, même les gens qui sont déjà retraités d'ailleurs. Bon, enfin. Donc, et puis, bon, après, Ça, il y a, c'est récent, hein, il y a le fait. Alors, là encore, ce qui est assez frappant, en dehors des histoires de la concertation, c'est qu'on change de raisonnement. Pendant 5 ans, on a eu une tentative de réforme de retraite qui était fondée non pas sur des problèmes financiers, mais qui était l'idée de faire un système unique, Systémique. systémique, global, homogène. Régimes spéciaux. Parce qu'il y avait des inégalités. C'est vrai que les régimes spéciaux coûtent très cher à l'État et donc à tous les Français, même ceux qui ne travaillent pas dans les transports ou à la RATP. Là, on inverse le process. Là. Et là, on change de logique, on revient à une logique financière. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est comme l'histoire des compétences. Le chômage, tout à l'heure, c'était il y a 5 ans, c'était les compétences. Maintenant, c'est autre chose. Après, je pense que effectivement, ce qui est un peu troublant, c'est de dire que ça a financé autre chose, alors que c'est un système d'assurance. Nous sommes d'accord. Une assurance, c'est pas un impôt. Une assurance, c'est fléché. Vous cotisez et puis on sait où ça va. Et ça sert à Et financer si on veut les faire caisses. une réforme surtout rapide, on devrait nous le dire quand même. Le système français est déjà de solidarité, qui est formidable. Hein, on a un super système. Il est déjà tellement compliqué. Là, je trouve qu'on obscurcit un peu les choses. Et il y aura un sacré effort pédagogique, ne serait-ce que pour des raisons démocratiques. Évidemment. C'est quand même beaucoup d'argent. C'est de l'argent de la plupart des gens qui vont cotiser. Oui. Vous la soutenez, la réforme, juste chez Sapiens? Parce qu'il y a quand même aussi certains qui disent, mais attendez, on a des jeunes qui ne rentrent pas à l'emploi, et on va faire travailler les gens plus longtemps. Enfin, il y a une logique aussi qui est liée à l'emploi. On se dit, mais pourquoi pas créer de l'emploi et laisser partir les gens un peu plus tôt à la retraite? Ça, c'est une partie de l'opposition à Emmanuel Macron qui évoque ce sujet. Cette réforme, elle est évidemment indispensable. Jean-Christophe l'évoquait tout à l'heure. Il y a une logique financière qui est indiscutable. Sur le plan financier. Sur le plan financier. Il y a 2 éléments. Sur le plan financier, elle est indiscutable. Certes, on est excédentaire cette année à hauteur de 3 milliards, l'année dernière à hauteur de 900 millions. En revanche, quand on lit le rapport du corps, dans les 25 prochaines années, on est déficitaire. Et quand on lit plus en détail le rapport du corps pour l'avoir fait, ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est qu'on se rend compte que d'ici à 2070, on aura un nombre de retraités qui aura augmenté à hauteur de 7 millions, à comparer avec un nombre d'actifs qui, lui, aura augmenté de 100 000. Donc, c'est vous dire l'écart à horizon 2070. Donc, le modèle ne marchera pas. Donc, et c'est la question que nous posons à Sapiens, c'est de savoir est-ce que le modèle de répartition tient encore? Non, parce qu'il marchait sur l'actif qui finançait le... Alors même que le modèle par capitalisation, qui existe dans certaines branches, notamment pour la branche pharmacienne, et aujourd'hui, parce qu'on a la chance de pouvoir s'appuyer sur des banquiers et des financiers de génie, et je me tourne vers vous, en France, qui, dans un contexte de crise, sont surperformants. Donc ça, c'est la question. Certains parlent d'hybrider le système. Absolument, et pourquoi pas? Nous, c'est en tout cas la question que nous nous posons. Agir, Arco, hein. On est déjà un peu dans l'hybride. Hein. Et aujourd'hui, l'excédent d'ailleurs qui est constaté à hauteur de 900 millions et 3 milliards. 22 et 23. Le 22 et 23, c'est 21-22. 21-22 n'est lié qu'au régime complémentaire des salariés. Exact. Ça n'est que ça. Exact. Un mot de conclusion. Est-ce que pour l'éco va s'y pencher là sur le... Alors bien sûr, pour l'éco et sur le coût. Et la capitalisation existe déjà en France, dans certaines organisations, y compris, je crois, dans une des filiales de la CGT.
dont Ça, c'est un scoop. le système de retraite est entièrement financé par la capitalisation. Donc la CGT met une partie de l'argent de ses retraites sur le CAC 40 et sur le marché international. Juste un dernier point pour revenir une sur l'emploi, parce qu'on a parlé de la logique financière. Il est quand même un terrain qui nous tient à cœur avec Jean-Christophe, raison pour laquelle je vous regarde. C'est sur le terrain de l'emploi, il est quand même indispensable que les entreprises prennent pleinement leurs responsabilités. Parce que quand on regarde les taux d'emploi des seniors, qui est beaucoup trop faible. Qui a progressé, mais encore trop faible. 55-64 ans, 55%. C'est fini, j'en suis désolé. Et 33% pour les autres. Non. Donc là, il est essentiel d'accompagner le vieillissement actif. Ce qui est intéressant, c'est que chaque fois qu'on a reporté l'âge, ça a décalé le moment où les gens partaient statistiquement. C'est ce qu'on appelle l'effet horizon, qui est très bien calculé. Et donc, reporter l'âge va fatalement et nécessairement, c'est une bonne chose, accroître l'emploi des seniors. Comme la stat canadienne, américaine, qui, lorsqu'on arrive à échéance, on là, se en dit, France, on l'a vu. Il va falloir aller travailler parce qu'il va falloir évidemment gagner sa vie en travaillant. Merci à vous trois. On va revoir la une de Pour l'Écho, qui est un très bon magazine écho. Stéphane Marchand, on est le rédacteur en chef, avec l'interview de Jean Tirole sur les fake news, parce que Jean Tirole s'est exprimé à travers le rapport Blanchard-Tirole, mais là, c'est sur les fake news, et faire de l'éducation à l'économie. Ça, c'est très important pour qu'on ait de brillants financiers, de brillants économistes. Merci à vous, Alexandre Lamy, d'être venu nous rendre visite, avocat en droit social, membre de l'Institut Sapiens, et merci à Jean-Christophe Sibéras, président de New Bridges. Cette fois-ci, j'ai rajouté le S. Merci à vous trois. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, recruter. Oui, mais comment? Sur les réseaux sociaux. On en parle tout de suite. Fenêtre sur l'emploi. Le recrutement, évidemment, on en parle dans cette rubrique. Mais si on recrutait sur les réseaux sociaux, on en parle justement avec Julien Morisson. Bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes à la tête et fondateur des Années Folles. Les Années Folles sont des influenceurs. Et les influenceurs, ce sont les réseaux sociaux. Vous avez choisi de nous en parler parce que c'est un vivier de recrutement, les réseaux sociaux. Et vous avez choisi, et on va l'illustrer, une petite vidéo. Oui, sur un réseau qui s'appelle TikTok, que je ne présente plus, je crois, qui génère 250 millions à peu près d'interactions et de communication. Et je trouvais que cette vidéo, elle était intéressante en termes de marque employeur. Et donc, on va en discuter. On la regarde tout de suite, cette vidéo. Ah, on est d'accord. Voilà. Alors, on danse. TikTok, c'est quand même la base, on danse. Donc, ils respectent, je dirais, le code TikTok. C'est quoi, là, cette vidéo? Qu'est-ce qu'elle nous dit, là? Exactement. Ce que je trouve hyper intéressant dans cette vidéo, donc la marque, c'est la Rosec, une marque de cosmétiques qui avait des besoins pour l'alternance et les stages. Et donc, TikTok, c'est super parce que ça vous permet de draguer une génération qui a entre 15 et 25 ans. Il y a toujours des gens un peu plus seniors, mais entre 15 et 25 ans, qui adorent aller sur TikTok, voir notamment effectivement de la danse, des chorégraphies. Et ce qui est super sur cette marque La Rosée, c'est qu'elle a réussi à attirer une nouvelle clientèle qui la connaît, qui la suit, en parlant des stages. Et les ROI, il est simple, c'est elle a reçu 4 fois plus de CV que d'habitude sur une publication normale. Deux jeunes filles de 18-19 ans qui utilisent visiblement le même produit, qui l'utilisent, qui jouent et qui dansent. Exactement. Alors ici, je pense que c'est la directrice de la communication. Elle va être très heureuse du coup. Pensez qu'elle a 18 ans. D'accord. 18 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles se sont dit, mais finalement, il faut incarner la marque un peu différemment. Et sur TikTok, ça fonctionne si on est sur une cible plus jeune, donc vraiment 15-25 ans. Si on est dans les codes TikTok, c'est-à-dire on est sur du trend, on n'est pas sur quelque chose de corporate, et on adopte des codes simples et on s'appuie soit, si on n'a pas forcément les codes, sur des influenceurs qui connaissent bien la marque et qui vont vraiment pouvoir la propulser. Et donc, ça permet pour votre marque employeur de rayonner auprès d'une audience qui, spontanément, on va se dire les choses, n'iront pas sur un job board. Ouais, c'est ça que je voulais vous demander. C'est-à-dire que classiquement, les jeunes se disent, bon, je vais sur un job board. En fait, aujourd'hui, ils vont plus sur TikTok ou sur les réseaux, parce qu'il y en a d'autres des réseaux. Le job board, c'est vraiment, c'est au 2010, ça ne fonctionne plus ou de moins en moins. Il y a 35 millions d'annonces. On voit bien que c'est quand même devenu extrêmement boring, c'est des annonces compilées les unes avec les autres, et il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas de marque employeur. Là vous voyez l'incarnation de la cosmétique et qui dit, nous, on rejoignez notre équipe pour travailler notamment sur les réseaux sociaux. Ça fonctionne bien. Donc TikTok devient un vivier de recrutement. Pour les jeunes, vraiment, stage alternance, c'est la cible. C'est une très bonne cible. Énumérons Insta. Instagram, effectivement, donc Instagram, on a quand même 80% des gens qui ont un compte Instagram et tous suivent au moins un compte entreprise. Donc c'est vraiment un vivier aussi pour les entreprises. Donc là, on n'est plus sur, on va dire,
grossièrement 25-35 ans. Et donc là, c'est pas tout à fait les mêmes codes. On va dire ce sont des gens qui ont déjà un peu un premier pied dans le monde du travail. Et ce qui est intéressant pour la marque, pour que ça fonctionne, il faut avoir un compte idéalement recruteur. On ne mélange pas les styles. On ne va pas créer sur la page Deezer, par exemple, parce que c'était l'exemple que je trouvais plutôt sympa, mélanger les produits et les opportunités d'emploi. On va créer un compte à part, et sur ce compte à part, on va vraiment diffuser les annonces d'emploi. On va pouvoir parler de sa marque employeur et on va pouvoir l'incarner pour dénicher une nouvelle cible qui va aller sur Instagram, mais qui n'ira pas sur votre job board. Concrètement, là, j'ai vu cette vidéo, il y a quand même une référence à la marque. Exactement. On est d'accord. Hein. On va vraiment sur le compte de la marque. Elle brande quand même, elle met comme sa marque. Exactement. Ça va être Deezer Life ou ça va être le compte recruteur pour la marque, mais vraiment, il va y avoir une compte incarnée et qui est différent. On ne fait pas de placement produit, j'insiste. Sur Instagram, j'allais vous le dire. Réputé, on ne fait pas ça. On parle vraiment de la marque employeur avec un ton frais et qui colle aussi. Alors, c'est plus du B2C, il faut se dire aussi les choses, c'est plus facile. B2B, c'est encore un petit peu plus compliqué sur Instagram. Snap, parce que là, on parlait de TikTok. Au début, moi, quand j'ai vu TikTok, jamais j'aurais imaginé qu'on fasse du recrutement. Et clairement, ça fonctionne, ça marche. Oui. Insta, on vient de le voir. Et Snapchat, parce que les jeunes sont assez Snap aussi. Alors, Snapchat, pour l'instant, c'est vraiment un compte de partage de messagerie pour lequel les entreprises s'emparent peu. En tout cas, elles privilégient pour le moment vraiment les 3 grands médias que sont TikTok, Instagram et LinkedIn. Ce sont vraiment les 3 grandes manières de toucher une cible, on va dire de très jeune, stage alternance, vous séduisez, ensuite vous retenez et ensuite vous fidélisez. LinkedIn, j'ai le sentiment que c'était quand même une tranche supérieure, d'âge supérieure à TikTok et Insta. C'est le cas. On est sur du 35 ans, des gens qui sont un peu assis, qui sont plus en changement de métier que de chercher leur premier job. Alors on ne va pas être sûr, vous l'aurez compris, sur les 2 premières populations, on va être sur des choses parfois, il faut une touche quand même de fun et de frais. On va être très clair, c'est-à-dire vous êtes directeur financier, si vous commencez à faire des petites vidéos, il est possible que votre audience en dansant, ça ne va pas le faire. Disons que je ne suis pas convaincu forcément que l'audience colle. Mais après, vous pouvez faire connaître votre marque. Mais néanmoins, je pense qu'il faut aussi, derrière les plateformes, elles ont aussi cet intérêt de pouvoir cibler des gens un peu différemment. Et LinkedIn, on a quand même quasiment presque 900 000 entreprises qui sont présentes dessus et 10 millions d'utilisateurs actifs sur la plateforme, sur une population plus de cadres et de cadres supérieurs. Mais ça ne peut fonctionner là aussi, pour en revenir, parce qu'elles ont toute une trame, c'est de susciter quelque chose catchy. On voit bien que ce qui fonctionne, c'est les mêmes. Vous savez, les fameux plagiats, souvent qu'il y a beaucoup, ce sont des petites photos de personnages à qui on fait mettre du texte, et souvent un peu humoristique. C'est ça qui va susciter l'intérêt. Il y avait une vidéo, notamment, je vous invite à regarder les comptes soit Nicolas Demarthe ou de Louis Lélus, qui était, il y en avait un, c'était Où est Charlie ? Et vous devez chercher. C'est marrant parce que c'était fait de Bayonne, donc en fait, ils se ressemblaient tous. Mais en fait, l'œil est attiré et on a envie de consulter ensuite l'annonce. Et on voit bien que c'est ça le combat des réseaux sociaux, c'est de susciter l'intérêt, le eye contact. Merci Julien Morisson d'être venu nous éclairer sur l'enjeu de ces réseaux sociaux parce que ça se développe énormément. Source de recrutement, un peu fun, un peu sympa, un peu catchy. Un peu catchy. Catchy, j'adore. On terminera sur le mot catchy. Merci Julien de nous avoir rendu visite et à très très bientôt, évidemment, j'en suis sûr. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. Merci à tous ceux qui nous regardent évidemment et qui sont fidèles à Smart Job. Merci à Raphaël pour la réalisation. Merci à Alexis pour le son et à Héloïse. Merci à Julien, à Nicolas Juchat qui m'accompagne. Et merci à toutes les équipes qui accueillaient les invités aujourd'hui. Bon week-end à tous, évidemment, sur Bismart. Profitez bien, prenez le temps et on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. Bye bye.